Salut les confinés! Un jour de Salut. plus au fin Salut. fond de nos bastions retranchés les uns et les autres. Un jour Ouais. qui passe, un jour où on a enduré les restes et les séquelles du terrible discours totalement apocalyptique de Macron hier soir. Un discours honteux, indigne, où il est venu nous faire, comme à ses plus belles heures, planer le risque de la division entre les Français pour enrégimenter tout le monde derrière lui. Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, mais moi j'en suis sorti ulcéré. Et si j'en crois ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et ailleurs, je crois que les personnels soignants sont pour le coup ceux qui sont en première ligne pour dire qu'ils ont été outrés par ce discours. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu, vous. Pareil. Non, mais moi, effectivement, j'ai été frappée par le fait que les soignants, bon, le peu que j'ai eu le temps d'entendre sur les plateaux, ne jouaient pas du tout son jeu, et ne refusaient complètement cette grande union derrière lui où on devait faire bloc. Et ce que je trouve intéressant, en fait, dans ce moment-là, c'est de voir, ce qu'on constate depuis un moment, c'est que le discours de Macron imprime de moins en moins. Et en fait, sa métaphore de la guerre, là, qu'il ressasse, on voit bien pourquoi, pour qu'on se range derrière lui sans moufter, et pour qu'on accepte tout ce qu'ils sont en train de nous préparer. En fait, ça se retourne contre lui. C'est-à-dire que la métaphore guerrière, là, tout le monde hier a pointé la référence à la Grande Guerre de 14-18, hein, et du coup, les soignants se retrouvent dans cette position des poilus qu'on envoie au front comme de la chair à canon. D'ailleurs, l'idée de la chair à canon avait déjà été lancée par des médecins en colère. Et donc, en fait, là où il voulait avoir une métaphore qui permette à tout le monde de se ranger derrière lui et de faire bloc, en réalité, ça se retourne complètement contre lui parce qu'on lui dit, bah oui, en fait, exactement comme en 14-18, vous êtes en train d'envoyer les gens, les soignants au front, sans matériel approprié, ils vont y rester comme des mouches et finalement, ça pointe son irresponsabilité et sa culpabilité dans l'histoire, quoi, à savoir de ne pas les avoir protégés. En fait, on peut reprendre même l'analogie de 14-18 quand les soldats sont partis avec des tenues bleues et rouges sur de la neige, quoi. Où, du coup, c'était des cibles idéales. Mais je pense que le discours, bon, on est habitué, c'est creux, c'est vide, c'est de la com. Je pense que l'image qui est le plus marquante et qui est le plus représentatif, enfin, qui nous, ici, nous a le plus fait tiquer, c'est Macron qui fait la visite du camp de 30 lits, quand on voit ailleurs ce qu'ils sont capables de faire, avec un masque de protection FFP2, et tous les autres, ils avaient des masques de base, quoi. Donc, ça montre assez bien le rapport qu'il a par rapport au reste de la population. C'est moi, je protège mes fesses, et les autres, vous êtes là pour la figuration, pour me mettre en valeur, quoi. Je pense que c'est ça, pour moi, qui a le plus été le plus marquant, le plus représentatif, en fait, de ce qu'il est et de comment il gère cette situation. Et moi, je rajouterais que, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a un front uni contre lui, en fait, dans tous les commentaires que je lis. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous significatifs, mais quand même, je ne suis pas abonnée qu'à des comptes de gens qui pensent comme moi. Et même sur les plateaux télé, il commence à y avoir des commentaires un peu qui sortent de la ligne directrice, on va dire, et qui mettent un masque. On dit ce que tu dis, Walter, c'est-à-dire tout le monde n'en a pas des masques, il est quand même culotté de mobiliser des équipements et juste pour aller faire une visite sur le terrain à Mulhouse, dans le foyer épidémique le plus chargé de France. Et puis, donc s'il n'en met pas, on dit qu'il ne donne pas l'exemple, et s'il en met, on dit qu'il est privilégié. Et de toute façon, il a tout faux depuis le début, parce qu'il n'a rien fait dans le bon temps de séquence, quoi, parce qu'il nous fait un grand discours creux, etc. Et puis, il ne nous dit pas où en sont les masques, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'on va avoir assez de tests pour tout le monde, parce que si on veut sortir du confinement de manière à peu près organisée, il faut tester les gens pour savoir si effectivement ils peuvent sortir et s'ils ne risquent pas de réinfecter d'autres gens derrière. Et toutes ces réponses essentielles-là, on ne les a pas en fait. Et donc, il parle dans le vide. Moi, j'ai deux remarques, une pour la petite histoire, une pour la grande. La petite d'abord, moi, c'est la dernière fois, Walter, que je fais un Skype avec toi, parce que toi, tu es confiné avec des bières, et moi, j'en ai plus, on peut même pas trinquer ensemble, et alors ça me plaît pas du tout. Voilà. Alors, Et moi, juste, je vais répondre parce que vu que tu me prends directement en défaut, ce que je te propose, c'est que dès que le confinement est fini, on refait une vidéo et on boit des bières en pagaille. Et en plus, je ferai une tarte parce que
Il y en a qui se disent reine des tartes, mais c'est moi le vrai prince de la tarte. Je maîtrise parfaitement la tarte au poireau et je pourrais du coup te faire découvrir en plus mes talents culinaires. Par Bon, contre, je tiens à préciser, bière trappiste. on boira ça tranquillement. Bon, par contre, pour des choses peut-être plus sérieuses, moi, quand même, dans le discours de Macron, je voudrais pas qu'on oublie la manière dont il a chuté, ce sur quoi il a terminé son discours, qui est un hommage extrêmement appuyé à l'armée et aux militaires, et la manière dont il a construit son discours, alors que le mouvement aujourd'hui de rejet est un mouvement populaire, qui, selon une expression qui est en train de faire Flores, est en train de connaître une gilet jaunisation. Eh bien, face à ça, Macron ne va plus avoir, pour essayer de se maintenir, qu'il avait eu les forces de l'ordre pendant le mouvement des Gilets jaunes et pendant le mouvement populaire contre les retraites. Et finalement, il est déjà en train d'essayer d'abattre une dernière cartouche, qui est celle de l'armée. Autrement dit, la seule porte de salut qui lui reste dans son esprit est celle d'aller vers, entendez bien ce que je dis, une guerre civile. Moi, je crois qu'il va falloir qu'on prenne très au sérieux cette menace, parce que c'est une menace qu'il a fait planer, selon moi, en faisant un discours de la sorte hier, et que on lui montre que la force populaire est telle que, et puis l'armée, elle aussi, ne répondra pas à des injonctions qui seraient celles de son déshonneur et qui iraient à l'encontre de l'intérêt du peuple. Voilà. Moi, je crois qu'il y a ça. On verra comment les choses avancent dans les jours et semaines qui viennent, mais la prudence est de mise. Sur ça, je voudrais dire un truc. Je pense que quand tu dis que son objectif plus ou moins déguisé, c'est un conflit entre les citoyens du pays, je pense que ça se voit pour moi depuis plus longtemps. On a un exemple assez simple. Je crois qu'il y a autour de 40 millions d'investissements dans le début du mandat pour des grenades, pour des gaz lacrymogènes, etc. Et qu'ils n'ont pas été foutus de trouver des millions pour pouvoir acheter des masques et du gel hydroalcoolique. Donc on sent bien que ses objectifs, ses priorités, c'est clairement le fait un maintien de l'ordre dans la violence, quoi, dans la répression, et pas du tout dans le rôle d'un président, c'est-à-dire d'être un président de tout le peuple, mais bien d'asseoir, en fait, de continuer à asseoir la domination d'une élite financière sur une population laborieuse, qu'elle soit en col blanc ou en col bleu, quoi. Bon, peut-être qu'on peut aborder une deuxième partie de notre échange, parce que tu viens d'en parler, Walter, tout à l'heure. Il faut quand même qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, notamment au niveau de l'Union européenne, parce que l'incompétence de Macron et des siens est criarde. Vous vous souvenez, il y a 2 jours, c'est Olivier Véran qui disait qu'en France, on faisait environ 5000 tests par jour. Il nous disait que la semaine prochaine, on en aurait 29 000 peut-être par jour, sauf qu'on apprend aujourd'hui qu'en Allemagne, par exemple, ils font 500 000 tests, dès à présent, 500 000 tests par semaine, ce qui est la recommandation de l'OMS, c'est-à-dire de tester massivement. L'Espagne, qui s'y est pris très tôt, a reçu, il y a quelques jours, 640 000 tests. Donc voilà, nous, on est encore le parent pauvre, on nous raconte des mensonges, bien évidemment, vous l'avez compris. Et donc, il y a des stratégies de lutte qui se mettent en place dans les différents pays européens. Il y a des pays qui mettent en place aussi de l'entraide. Et finalement, on a un ou plusieurs trains de retard, non? On a une garde de retard. C'est hallucinant. Toutes les annonces qu'ils nous font, quand tu les compares en fait, effectivement à ce qui se passe dans les autres pays européens, c'est ridicule. Et la situation, elle est grave dans plein de pays européens. Mais je pense qu'on pourra, après cette crise, à tête reposée un peu, regarder les différentes tactiques qui ont été utilisées par les différents gouvernements et puis réellement comparer. Parce qu'au-delà des tests sur lesquels c'est 5000 tests à l'échelle d'un pays avec 65 millions d'habitants, c'est juste ridicule. Mais quand on regarde un peu les chiffres, ils nous mentent sur les chiffres en plus. Ils nous mentent sur les chiffres. Comme on n'a pas de test, on ne sait pas combien il y a de personnes qui sont réellement atteintes du virus. Donc, on ne sait pas exactement quel est le taux de morbidité, ou je crois que ça s'appelle comme ça, effectivement, parce qu'on ne sait pas quelle est la base sur laquelle on calcule. On ne comptabilise pas non plus les morts qui sont dans les EHPAD, donc on est dans un flou total. Je pense qu'après, il va falloir faire vraiment de la reconstitution de ce qui s'est passé pour avoir une capacité à analyser la situation française par rapport aux autres pays européens qui auront eu des stratégies plus ou moins retardataires ou pas, comme nous, quoi. Ce qui se passe en Angleterre va être très intéressant aussi à observer, parce qu'ils ont mis du temps aussi à choisir une stratégie de confinement. Ouais, puis ce qui est frappant aussi, c'est que en fait, on a l'impression que Macron nous disait qu'il n'avait pas d'argent magique.
mais il avait une espèce de botte secrète magique qui était l'Europe, quoi. Et on a le sentiment qu'il comptait sur l'Europe pour le sortir de tous les problèmes, pour nous sortir de n'importe quel problème. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il est, à l'heure actuelle, le seul à continuer à s'appuyer sur cette structure, cette coquille vide désormais, puisque même Angela Merkel a déserté là. Et quand il dit on va faire appel à l'Europe et on peut compter sur l'Europe, il est le seul, il hurle dans le désert, c'est vraiment frappant. Plus personne n'y est là, on est tout seul en Europe. On peut du coup faire quand même un parallèle, on nous a seriné avec l'austérité pour respecter les directives européennes pendant des années, au-delà du règne de Macron. Hein. Et ce qu'on se rend compte, c'est que la Belgique refuse l'entrée de gens pour donner un coup de main, que l'Allemagne a joué solo, et donc en fait le rêve européen néolibéral est une vaste blague. Et une fois de plus, j'ai envie de dire, le grand révélateur qui est le Covid, qui révèle réellement toutes les défaillances qu'il y a dans notre système, se démontre une fois de plus. L'Europe, l'Union européenne est une vaste blague. C'est une vaste blague, ça n'a sert que des enjeux financiers. On le touche du doigt, là. On le touche du doigt cruellement, mais on le touche du doigt. Au point qu'il y a des médecins qui sont en train de faire appel de faire des appels sur les réseaux sociaux à des médecins cubains. Venez nous aider aussi, comme ils sont allés aider les Italiens, etc. Bon, il y a des pays qui ont l'entraide chevillée au corps et d'autres moins. Puis il y en a qui agissent par intérêt. Hein. Ne nous voilons pas non plus la face. Quand on voit la Chine qui est en train de sortir, elle, de son propre problème, mais qui aujourd'hui prend les devants pour venir aider tout le monde, du point de vue de la symbolique, c'est extrêmement fort. Et ils prennent des positions par avance d'un point de vue géopolitique. Peut-être un dernier petit point qu'on pourrait évoquer avant de se séparer, les amis, ce soir. La chloroquine. Alors, il y a là aussi moins de 48 heures, le Premier ministre vient nous expliquer que la chloroquine est réservée exclusivement aux cas graves en hôpital et avec des décisions qui sont prises de manière collégiale. Et paf, aujourd'hui, un décret tombe qui dit que finalement, les médecins peuvent la prescrire. Voilà, bon. Donc, autrement dit, tout l'inverse en moins de 48 heures. Et cerise sur le gâteau, on nous dit que c'est la virologue mondialement reconnue Brigitte Macron qui aurait convaincu son chef de guerre de Marie que c'était la décision à prendre. On continue à imaginer dans n'importe quoi, non ? C'est pathétique, c'est terrible. Moi, je trouve que le truc ça donne vraiment l'impression qu'on a un ado à la tête de l'État avec maman qui le gronde en lui disant « Bon, maintenant, tu vas écouter le professeur Raoult, hein, parce que Estrosi, il m'a appelé, ou je ne sais qui. » Mais c'est carrément pas à la hauteur des enjeux. Moi, je ne suis pas virologue, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Il y a une querelle de médecins qui est un peu indécente en ce moment sur un sujet aussi grave. Mais savoir qu'il est capable de changer d'avis comme ça, juste parce qu'il s'est fait tirer les oreilles, moi, je trouve ça terrifiant, en fait. Terrifiant. En fait, bon, alors, désolé, je sors encore ma carte complotiste. Ça va pas être super original, mais de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu tourner, les détracteurs en fait de la solution du professeur Raoult étaient des gens qui étaient en fait affiliés à des laboratoires concurrents. Et on peut, alors, coïncidence ou pas, mais une étude chinoise sort signalant que les tests faits avec les produits faits par les concurrents se révèlent désastreuses. Et que du coup, peut-être qu'ils commencent à paniquer en se disant la solution qu'on voulait pour nos petits potes qui nous filent de la thune ne marche pas. Mais par contre, la crise sanitaire, elle, prend de l'ampleur et qu'il va falloir trouver quand même le moyen de soigner les gens. Et là, ils sont bien obligés de faire machine arrière. Leur amateurisme qui nous faisait mal sur nos acquis sociaux et qui nous faisait marrer, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, dès que Sybelle elle ouvre la bouche, en principe, on est mort de rire. Aujourd'hui, nous fait mal parce qu'on commence à avoir des centaines de morts tous les jours, officiels, et que le résultat final va être réellement catastrophique, quoi. On va avoir vraiment un drame humain colossal, quoi. Et puis comme ils ont toujours un temps de retard et qu'ils commencent à réfléchir sérieusement au sujet à J+7 à chaque fois, il y a un autre problème, c'est que, bon, là, d'une part,
Trump s'est déjà emparé de la question. On a vu, j'ai vu passer que le Maroc aussi avait acheté massivement les stocks de chloroquine, enfin de ces molécules-là. Et donc il se réveille bien tard. Et le problème, c'est que c'est bien gentil de faire passer un décret comme ça et de décider que finalement les médecins vont pouvoir y avoir recours. Mais est-ce qu'il va rester des médicaments en réserve? Si tout le monde s'est jeté dessus avant nous, si tous les autres pays y sont allés, ben, il ne restera rien. Et donc, encore une fois, on va se retrouver... donc, mais c'est pas grave, ils viendront nous expliquer qu'on n'en a pas besoin, qu'on ne sait pas s'en servir, qu'on ne sait pas le doser. C'est ça. Bon, bref, l'imprévoyance est totale une fois encore. Et là-dessus, il faudra aussi demander des comptes. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, vous voyez qu'en ce moment, les citoyens s'organisent à la fois pour s'entraider, pour se rassembler, pour tenir bon, et puis pour demander des comptes demain. Et il y a notamment une initiative qui a été portée par Bruno Gassio. Il y a l'initiative aussi des soignants qui ont déposé plainte devant la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. Et il y a une nouvelle initiative qui s'appelle Corona Victime, qui permet aux citoyens aussi de se constituer collectivement pour intervenir, se regrouper et demain rester en justice autant que de besoin et que de droit. Surtout, voilà, c'était un petit clin d'œil. Toutes ces initiatives sont complémentaires. Faisons valoir nos droits dès aujourd'hui et pour demain, on en aura bien besoin. Bon, un petit salut amical à tous ceux qui sont déjà à la tâche pour nous tous, notamment les soignants, mais tous les autres qui œuvrent au quotidien. Tous ces gens qui ne sont rien, comme disait l'autre, on lui montre que finalement, il y a un renversement de l'appareil productif et que c'est eux dont on a le plus besoin. Et puis un petit salut, comme toujours, à toutes celles et tous ceux qui sont isolés derrière l'ordinateur. Allez, salut les confinés. Salut les confinés. Salut. À bientôt.